Je voudrais dédier cette conférence à René Moureau, résistant courageux de l'armée des ombres, comme Marc Bloch, qui est mort hier à 101 ans. Et il y a beaucoup de gens dans cette salle qui savent pourquoi. Emmanuel Macron, à l'Université de Strasbourg, novembre 2024. Parmi ces sentinelles de l'esprit, ces courageux de l'armée des ombres, Marc Bloch, volonté française incarnée par sa lucidité, par son courage, enfant de l'universalisme français, enfant de ces Juifs d'Alsace qui exprimèrent la volonté en 1870 d'adopter notre République. Il n'est pas très bon historien parce qu'ils étaient dans cette République depuis la Révolution française, celle qui émancipe et protège. Grand savant, passeur d'une histoire médiévale qui tisse encore notre imaginaire humaniste d'Europe, c'est pourquoi, en cette université et en ce jour, pour son œuvre, son enseignement et son courage, nous décidons que Marc Bloch entrera au Panthéon. En fait, Marc Bloch figure déjà 2 fois au Panthéon. Il y est ici, parmi ceux de 14, célébré par Maurice Genevoix et réinventé en 2014 par l'artiste Anselme Kiefer dans des vitrines comme celle que vous avez sous les yeux, emplies de coquelicots de plomb, de ferraille, de bicyclettes de tranchées, de capotes terreuses, sublimées par le requiem républicain du compositeur Pascal du Sapin. J'apporte l'image du coin du sol où son cœur est resté. Je suis le cœur du pays qui bat. Je rythme la vie immortelle de la patrie. Genevoix a réorganisé ses récits de guerre en 1949, la date justement de la parution posthume de l'ouvrage inachevé de Marc Bloch, Apologie pour l'histoire au métier d'historien. Hasard, nécessité, en 1949, on a déjà inscrit M. Bloch dans la liste des écrivains morts pour la France pendant la guerre de 39-45, qui prolongeait celle de la Première Guerre mondiale, tout en gommant absolument sciemment la différence entre 1939-1940 et 1940-1944. Ce n'était plus la République, c'était l'État français. C'est donc le 23 juin 2026 que l'historien combattant des 2 guerres mondiales, 14-18, 39-40, le résistant, torturé et assassiné, entrera au Panthéon par le grand fronton, celui de la patrie reconnaissante. L'exemplarité républicaine de ce parcours de grand intellectuel, s'offrant à la France jusqu'au martyr, comme disait son ami Lucien Febvre, lui vaut de conclure un cycle commémoratif ouvert en 2014 avec le centenaire de la Grande Guerre. Édifiant, son itinéraire de passionné de la France, résumé dans l'étrange défaite, à la fois une radiographie de la société française au moment du plus atroce effondrement de notre histoire, c'est ce qu'il dit, et l'histoire d'amour avec sa patrie d'un ancien combattant. Je le cite ici, « La France, j'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé, je ne respire bien que sous son ciel, et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. » Vous avez sous les yeux l'exemplaire original de L'étrange défaite, publié en 1946 aux éditions de la Résistance franc-tireur. Il appartenait lui-même aux francs-tireurs. Marc Bloch aurait pu en fait prononcer ces mots à tout moment de sa vie. Or, c'est lorsqu'il découvre l'exclusion en tant que juif, que l'on pourrait dire intégré, voire assimilé à la société française, qu'il écrit L'étrange défaite et continue à se battre pendant 4 ans
dans la résistance pour les valeurs de sa France. Lui qui savait qu'histoire et mémoire n'appartiennent pas à la même catégorie, eut sans doute observé avec amusement et peut-être agacement son itinéraire posthume. En 1941, il pensait déjà au futur et n'était tendre ni avec ses contemporains, ni avec lui-même. Je le cite dans une lettre à Lucien Febvre. « Tant de choses m'effrayent, l'incapacité des notables, l'invraisemblable insuffisance de nos méthodes administratives, les ravages de notre affreux académisme. » Il conclut sa diatribe sur la lâcheté intellectuelle qui mène à la défaite, d'une façon qui, hélas, résonne encore si juste aujourd'hui. Ayons foi dans les jeunes, c'est notre seul espoir. Nous les avons bien mal formés, puissent-ils réagir. Historien médiéviste, Marc Bloch a acquis une stature de citoyen iconique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, quand la revue des Annales qu'il avait créée avec son ami Lucien Febvre en 28-29 a capitalisé d'une certaine façon sur son héritage de héros de la résistance. Febvre a été vu comme l'instigateur de la nouvelle histoire des années 60 et 70, celle des mentalités, de l'outillage mental, selon sa formule, d'autant plus qu'il pouvait se prolonger par le fils spirituel de Febvre, Fernand Braudel, que Bloch n'aimait guère avant la guerre, mais Bloch n'était plus là, assassiné en 1944. En fait, un retournement en faveur de Marc Bloch s'opère dans les années 80. Les historiens qui renouvelaient l'histoire de Vichy et de la Résistance ont retrouvé le Marc Bloch de l'étrange défaite. Ceux qui inventaient une nouvelle façon de comprendre la Grande Guerre au prisme de ces cultures ont redécouvert l'ancien combattant, inventeur des rumeurs de guerre. Peu à peu, on a perçu que si l'auteur de la société féodale et peut-être encore plus des rois thaumaturges, chef-d'œuvre d'anthropologie historique comparée, n'était pas un grand savant, érudit, coupé des réalités de son temps, c'est que sa méthode historique, son métier d'historien, comme il le dira plus tard, eh bien, le faisait partir du présent pour mieux appréhender le passé. Il avait en fait inventé, sans le savoir, l'histoire du temps présent que nous faisons aujourd'hui et toute son épistémologie, avec ses souvenirs de guerre écrits dès 1915, puis l'étrange défaite rédigée entre juillet et septembre 1940, prolongée par l'apologie pour l'histoire. Le citoyen, chez lui, n'était jamais loin du savant et vice-versa. Une approche croisée entre l'histoire personnelle et l'œuvre permet de comprendre le lien entre l'érudit, l'officier Bloch et le juif proscrit, devenu un des dirigeants des mouvements unis de la résistance de la plus importante région, R1, celle de Lyon, où le hasard fait que son père étant professeur à Lyon, il était lui-même né à Lyon. Donc il va naître et mourir pour des raisons extrêmement différentes, dans la même ville. La pensée à la fois patriotique et historienne de Marc Bloch participe de deux axes. Sur l'un, qui est diachronique, on trouve toute son énergie tendue vers les forces vives de la nation, quels que soient ses sacrifices personnels. En 14-18, entre 1939 et juin 1940, dans l'engagement dans la résistance qu'on peut appeler de l'esprit, il écrit l'étrange défaite, et dans la résistance de la clandestinité et des armes, cette armée de l'ombre dont parlait Emmanuel Macron à la fin de 1942. L'axe synchronique, c'est celui de l'historien. Il a fait sienne la proclamation d'un des historiens qu'il préférait, le médiéviste Henri Pirenne, qui était belge, et ils étaient très proches, peut-être malgré leurs 25 ans de différence. Pirenne était plus âgé, peut-être parce qu'il avait vécu
Pirenne, qui était professeur à l'université de Gand, le camp de concentration pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il était un civil s'opposant aux occupants allemands. Il disait toujours « Je suis historien, donc j'aime la vie », et donc Bloch a repris cela. Son ex-libris de professeur à la Sorbonne, il a été dessiné en 1935, n'est pas anodin. Vous voyez un jeune vigneron au travail, et cette idée de la vérité, veritas vinum vitae, et ça se détache sur une immense feuille de fougère. Fougère, c'est l'endroit où sa femme, Simone, alors elle a droit qu'à un S, vous pouvez remarquer, on voit comment on traitait les femmes dans l'entre-deux-guerres, et peut-être beaucoup après. Donc, Marc Bloch est écrit en très gros, mais il y a quand même les livres qui appartiennent à sa femme, donc elle a droit à un S. En fait, c'était un couple qui s'entendait extrêmement bien. Je cherche un peu des nuances de genre là. Pourquoi fougère? Parce que dans la Creuse, au lieu-dit Fougère, ils avaient acheté une maison de campagne. C'était pour lui le lieu de l'enracinement de sa famille et quelque part de l'appartenance réellement physique, terrienne, au sol de France. La fougère a une particularité, c'est que c'est une fractale mathématique, mais dans la nature. C'est-à-dire que, quelle que soit sa taille, elle garde toujours la même structure. Et elle devient donc métonymie quand Marc Bloch va choisir de signer ses contributions aux annales du nom de Fougère quand les lois de Vichy interdiront qu'un historien juif ait son nom sur la couverture, ce qui amènera une très douloureuse dispute avec son ami Lucien Febvre. Je dirais que Bloch est Fougère parce que Bloch est la France, et se rendre à la loi scélérate qui l'expulse de sa vie lui est absolument intolérable. Il se débat donc au nom de l'unité des Français en disant « c'est pas possible, on ne va plus publier cette revue ». Et finalement, il accepte par affection pour Febvre et par volonté de continuer le travail. Il dit « il faut un établi, peu importe ce que deviendront les copeaux », avec cette idée qu'il est toujours un artisan de l'histoire. D'autres noms de lieux, et pas par hasard, sont choisis pour ces pseudos de résistants au fur et à mesure qu'ils sont grillés. Alors il prend d'abord la vallée de la Seine, Arpajon, Chevreuse, et puis il choisit Narbonne. Et dans la résistance à Lyon, on l'appelait toujours Narbonne, jusqu'au dernier pseudo auquel je reviendrai tout à l'heure. Et un de mes collègues médiévistes, que je remercie fortement, Florian Mazel, m'a dit que ce n'était pas par hasard qu'il avait choisi Narbonne, ville avec laquelle il n'avait absolument aucun lien. C'est parce qu'au Moyen-Âge, il y avait un roi des Juifs à Narbonne. Et bon historien, bien sûr, Bloch savait cela très bien. Et donc, c'était un pied de nez au fait que, comme juif, il ne pouvait pas exister. Le nom de Bloch disparaissait, mais le nom de Narbonne revenait comme roi des Juifs. Je suis sûre que mon collègue Florian Mazel a raison, même si on n'en a absolument aucune preuve directe. Donc, je vais, après cette trop longue introduction, eh bien, présenter les différents aspects de... Pardon, j'ai oublié de vous montrer Fougère. Je vais vous montrer les différents aspects de sa vie depuis 1914 jusqu'à sa mort en 1944. D'abord, le départ pour la guerre et la volonté de faire cette guerre en 1914. Il écrit, comme beaucoup de soldats de 14, une dernière lettre
à ses parents assez proches. Dernière lettre qui n'a pas pu être utilisée, heureusement pour lui et pour nous, sinon je ne serais pas là ce soir, puisqu'il a survécu à cette guerre. Mais ce qu'elle dit, cette lettre, est très intéressant. Je suis mort volontairement pour une cause que j'aimais. J'ai fait en partant le sacrifice de moi-même. C'est la plus belle des fins. Je suis mort sûr de la victoire et heureux, oui, vraiment heureux, je le dis dans toute la sincérité de mon âme, de verser mon sang ainsi. Donc ce jeune officier, en 1915, il dit aux siens, ne soyez pas malheureux parce que j'ai choisi ce sort, j'ai choisi de mourir pour la France et au contraire, on serait trahi s'il y avait du chagrin. Alors évidemment, il était très préparé par sa formation intellectuelle, affective, militaire, à se battre pour les valeurs du sol natal. Il avait l'impression, et des millions de soldats étaient comme lui en 1914, on a du mal à penser que c'est possible aujourd'hui, qu'ils avaient une mission de guerre au service de la République. Et en fait, il avait cette idée de sacrifice qui était aussi celle d'un autre historien combattant, Jules Isaac, particulièrement cher bien sûr à vous, militants des amitiés judéo-chrétiennes. Lui, il appelait cette communauté pour le sacrifice la communauté de la souffrance. Et l'un comme l'autre, deux historiens d'ailleurs, sont tout à fait typiques de ces civils en uniforme qui, avec surtout la masse des instituteurs, vont former les cadres intermédiaires en temps de guerre. Ils sont sous-officiers ou officiers de terrain. Ils connaissent les violences directement dans leur corps, je dirais dans leur sens. Ils vivent en première ligne avec leurs hommes, ce qui explique le taux de perte énorme de ces officiers ou de ces sous-officiers. Bloch est un soldat citoyen, je dirais, extrêmement consciencieux comme officier. Et il est aussi toujours historien. Et donc, dès 1915, au moment où il écrit cette dernière lettre potentielle, eh bien, il fixe ses souvenirs et il dit toujours « je ». C'est quelque chose qui est très intéressant chez lui, c'est que même quand il est historien, il dit « j'ai trouvé ça pour telle raison » et il ne se repose jamais sur un autre. C'est toujours lui, Marc Bloch, qui écrit. Et il est toujours historien. Il dit « je ne recueillerai pas tout, il faut faire à l'oubli sa part, mais je ne veux pas abandonner aux caprices de ma mémoire les 5 mois étonnants que je viens de vivre. » Ça aurait été formidable pour nous, un siècle après, qu'il ait continué à écrire. Mais malheureusement, après 1915, il n'a plus tenu son journal. En revanche, ce qui nous reste en très grand nombre, et grâce à son fils Étienne Bloch, qui me les a confiés au moment où j'éditais le livre pour Gallimard, eh bien, on a pu regarder ces photographies qui vraiment complètent son écriture. Et les appareils photographiques, même assez vite les petits Kodak de poche, étaient tout à fait abordables pour un bourgeois comme Marc Bloch. Ce qui fait qu'il a pu prendre des photos ou que ses camarades ont pu en prendre, parce que sur certaines de celles que je vais vous montrer, il se trouve aussi. On retrouve évidemment le médiéviste. Au milieu de ces photographies de guerre, il montre une église détruite, il montre les cimetières du front le long d'une autre église. Et puis on retrouve aussi quelquefois le facétieux. On le voit ici qui a photographié un de ses petits camarades qui a mis un masque à gaz et qui tient
le photographe, donc Marc Bloch en l'occurrence, en joue. Et vous voyez ce mélange de ce qu'on pense, et on a raison, des tranchées. On le voit ici, dans son laboratoire de l'historien, où on voit la blessure, la mort, tout ce qu'on connaît. Mais en même temps, il disait, et il n'est pas le seul, et les Allemands disent la même chose de l'autre côté du front, ou les Britanniques. Ils disent, par moment, vous voyez, quand ils sont assis comme ça, non, voilà, quand ils sont devant cette maison, je pensais avoir une autre chose que les églises médiévales, ils se pensent un peu comme un grand camp de scouts. Et ce mélange, il le voit très bien. Ce qu'il dit surtout, c'est qu'on voit ici ce qu'il appelle dans un oxymore qui lui va tellement bien, l'humble héroïsme. Et cet humble héroïsme, c'est celui de tous ces hommes qui font cette guerre épouvantable. Et il le reprend, l'idée de cet humble héroïsme, plus tard, bien plus tard, dans l'Apologie pour l'histoire, son dernier livre posthume, bien sûr, où il revient sur cette idée d'humble héroïsme, mais d'une autre façon. Et voilà ce qu'il dit des paysages qu'il a si bien observés, et on le voit encore mieux sur les journaux de marche et opération, sur lesquels je vais revenir. Il était passionné par ces cartes militaires, et il a même tenu en partie le journal de marche et opération du 72e. Par moments, on peut reconnaître son style, ce n'est pas tout à fait évident, mais on reconnaît son écriture beaucoup mieux. Et voilà ce qu'elle disait. Derrière les traits sensibles du paysage, derrière les outils ou les machines, derrière les écrits en apparence les plus glacés et les institutions en apparence les plus complètement détachées de ceux qui les ont établis, ce sont les hommes que l'histoire veut saisir. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était au cœur de sa vision de l'histoire. Il faut arriver à comprendre les hommes. Et il concluait ce chapitre. Le bon historien, lui, ressemble à l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Eh bien, Bloch, en effet, est perpétuellement en chasse de la vie. Et c'est donc assez logiquement qu'il va devenir, par les champs de bataille, un chasseur de ce que pensent les hommes, des rumeurs, de ce qu'on appelait pendant la guerre les bobards, ce qu'on appelait les fausses nouvelles. Et il devient l'historien de ces fausses nouvelles, c'est-à-dire qu'il les invente pour nous, les historiens du futur. Il est à peu près le seul à les avoir vus. Il y a aussi un historien belge qui a fait un travail là-dessus. Et il fait en même temps ses recherches pour son plus grand ouvrage d'histoire médiévale, qui sont les rois thaumaturges. Donc d'un côté, il y avait les fausses nouvelles dans les tranchées, et de l'autre côté, il y avait les idées menées par la croyance que les rois d'Angleterre et les rois de France pouvaient soigner miraculeusement. Et d'ailleurs, cela marchait quelquefois, ça marche bien à Lourdes, ça marchait aussi là. Et donc, on est quand même en 1924, on voit l'avance incroyable de Bloch sur ses collègues. Alors, je voudrais attirer votre attention sur la carte de l'Algérie, de la région de Batna, parce que c'est justement un coin aveugle de Marc Bloch. Eh bien, en excellent républicain, il a endossé sans le moindre problème le caractère colonial de la Première Guerre mondiale, quand son régiment est envoyé en Algérie. Et pourquoi est-ce qu'il est envoyé en Algérie? Pour réprimer des révoltes anti-conscription dans la préfecture de Constantine. Et alors là, les fausses nouvelles, elles ne sont plus dans la bouche des soldats qui ont entendu quelque chose
à la cuisine, elles viennent directement des officiers supérieurs. L'espionnage allemand, profitant de l'absence de troupes métropolitaines dans nos colonies d'Afrique du Nord, tente de soulever contre nous les indigènes. Le 72e maintient l'ordre et assure le recrutement indigène. La réalité, bien sûr, c'est que les Algériens refusaient la conscription et que, en effet, le 72e est venu maintenir l'ordre, mais de quelle façon? La colonne procéda à la razzia de quelques gourbis. On peut imaginer ce qu'il y a derrière ces mots. C'est dans le journal de marche et opération, mais on a du mal à croire que Bloch, le futur inventeur des rumeurs de guerre, ait pu avaler une telle propagande. C'est peut-être aussi pour cela qu'il a toujours gardé le silence sur cet épisode. C'est seulement en allant voir le journal de marche et opération qu'on le trouve. Et donc, il a bien été en Algérie, mais il n'en dit jamais rien. Une drôle de vie pour la France. Marc Bloch, à partir de 1919 et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1944, est très, très attaché à sa Première Guerre mondiale. Et il reproche souvent à des camarades, des collègues, de n'avoir pas combattu dans cette guerre, et donc de ne rien comprendre parce qu'ils ne sont pas des anciens combattants. Il en parle tout le temps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce qu'il dit dans une lettre à Fèvre de 1941. « Votre serviteur est enrhumé et se remémore des gazages anciens. Curieuse aventure que celle de notre génération, mais en général, les romans d'aventure finissent bien. On essayera encore de se conformer à la règle. Je voterai pour si vous êtes d'accord. » En fait, Marc Bloch ne fut jamais un ancien combattant torturé par sa conscience devenue pacifique, voire pacifiste. Il ne souffrait absolument pas de la contradiction, comme en souffraient tant de gens dans les années 20 et 30, entre le souvenir de ce conflit empli de ses souffrances et la désillusion d'une victoire qui n'avait pas apporté grand-chose, sinon le deuil. Malgré donc les déconvenus, lui, il ne boude jamais sa fierté d'avoir toujours participé à cet immense effort collectif, comme d'avoir été décoré de la Croix de guerre, on le voit ici, et de la Légion d'honneur. Et il a été cité, il est ici, sur le côté, pour la Légion d'honneur en 1920. Vous voyez que ce ne sont que des militaires. Et il est cité 4 fois dans la Grande Guerre, ce qui est très rare, pour des actions d'éclat. Ce qui le fera capitaine en 1921, et le fait qu'il aimait forcément cela, puisque au début au moins, après il est très occupé, eh bien, il fait ses périodes de réserve avec les autres officiers réservistes. Et en fait, il était très, très fier que sa femme Simone, que vous voyez ici en 14 et en 40, et en 14, il ne la connaissait pas, bien sûr, il se marie en 19, mais elle a été toujours au service des blessés et des réfugiés. Cela ne veut pas dire non plus qu'il continuait à haïr l'Allemagne. Au contraire, il a essayé très tôt, depuis la ville de Strasbourg, où il était devenu professeur, eh bien, de prendre contact avec ses collègues d'outre-Rhin. Et ça, c'était très rare, parce que même à cette époque, même s'ils n'étaient pas alsaciens, eh bien, ils étaient encore exclus des congrès internationaux. Les Allemands, les universitaires allemands ou toutes sortes d'autres gens n'ont été réacceptés que tout à fait à la fin des années 20, pratiquement à la fin de la République de Weimar. Et bien sûr, il va être très rapidement attentif à la crise de civilisation, comme il le dit, qui se noue dans les années 30. Et même avant
L'étrange défaite, il critique énormément ce qu'il appelle le petit champ français, redoutable carence gouvernementale et administrative qui, des ministres aux proviseurs de lycée, pourrit toute notre machine. Il signe pourtant le manifeste du comité antifasciste en 1934, mais il le signe à contre-cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a le nom du philosophe Alain, qui est bien sûr le tête de file des pacifistes jusqu'en 1940 et après. Et c'est absolument ce que Hony bloque. Il n'est pas un va-t-en-guerre, mais il pense que quand on vous agresse, eh bien, il faut faire la guerre. Dès 1938, il est évidemment anti-munichois et il se prépare, d'autant plus qu'il a rencontré en Angleterre des professeurs allemands juifs qui étaient chassés par le nazisme. Dès la crise des Sudètes en 1938, Bloch, l'Alsacien, a été rappelé comme réserviste. Et puis, il est démobilisé, évidemment, après Munich. Et voilà ce qu'il dit. « Je ne parviens pas à partager la lâche allégresse dont je vois partout les marques. Avoir fait Versailles et la Ruhr pour aboutir à l'Espagne et à Munich, oui, nos classes dirigeantes auront bien travaillé. » Et un an après, la mobilisation de 1939, cette fois, le trouve tout aussi engagé. J'ai grand désir de servir n'importe où. Mais servir en 1939, eh bien, c'est long et c'est lent. Il écrit à Ferdinand Lott en octobre 1939 « Nous sommes devant une frontière sans flamme. Le problème que nous agitons constamment est de savoir si et quand elle s'allumera. » Il est père de 6 enfants. Il est officier de réserve. Rien ne le force à s'engager, mais il s'engage immédiatement, même s'il a assez peur de ce qui va se passer. Voilà comment il voit, avant la défaite, la France. L'imagination nous fait défaut, à un point effrayant encore. On l'avait bien vu en 1914, mais cette fois, les difficultés sont plus grandes. Pour être résolues, elles exigeraient des esprits infiniment plus neufs et plus larges. Où sont-ils? Et s'ils sont quelque part, de quelles informations disposent-ils? On est en avril 1940, juste avant la campagne de France. En fait, en 1940, il commence tout de suite à résister dans les derniers jours de cette bataille de France, puisqu'il est embarqué par miracle à Dunkerque et il revient immédiatement d'Angleterre par Cherbourg et à Guéret, qui est sa ville d'origine, à côté de Fougères, où il avait été mobilisé, pour reprendre la guerre. Alors, il quitte son uniforme pour ne pas être fait prisonnier et continuer la lutte en civil. Et donc, c'est son premier acte de résistance. L'armistice n'est même pas signé. Au moment où il entre dans la résistance active, il revient auprès de Fèvre à ce qu'il appelle la drôle de vie de leur génération. De ces gens qui ont dit « si en 1918, au moment de Versailles, nous avons fait cela, si depuis, sans compter, si nous avions, etc. » Non, c'est ce que dit tout le monde. Et lui, il dit non. Chacun a fait de son mieux et il n'y a qu'à penser qu'à l'avenir et aux jeunes et à nous tenir prêts. J'ai relu ces jours-ci et mis au nez quelques pages écrites durant l'été 40. Vous les lirez un jour. Il s'agit bien sûr des pages de L'étrange défaite et il explique cela immédiatement à Fèvre. C'est donc le moment où, dans l'été 40, on pense aujourd'hui qu'il s'y est mis dès juillet, qu'il se met à rédiger ce qui s'appelle pour lui Témoignage sur 40, qui est devenu évidemment L'étrange défaite à la publication posthume que vous avez vue tout à l'heure.
Dans ce livre, le professeur et le guerrier sont des témoins qui s'unissent en un seul acte citoyen. Et il fait, de nouveau, comme en 1915, mais de façon beaucoup plus compliquée et remarquable, l'analyse de ce qu'il vient de vivre. Et il espère qu'après cette terrible défaite, un jour viendra, j'en ai la ferme espérance, où la France verra de nouveau s'épanouir sur son vieux sol béni, déjà de tant de moissons, la liberté de pensée et de jugement. Marc Bloch ne choisit pas là le mot « espérance » au hasard, tout comme le général de Gaulle, se demandant dans l'appel du 18 juin « l'espérance doit-elle disparaître ?» L'historien est très versé dans l'histoire religieuse et s'il se réfère à cette troisième vertu théologale, je dirais qu'il exprime ce que j'appellerais un transfert de messianisme vers la nation. Je le cite encore, « Je prévois pour les mois qui vont venir, peut-être pour demain, des événements tragiques. N'imaginez d'ailleurs pas que j'ai perdu tout espoir. La guerre de 100 ans ne s'est pas terminée à Crécy, ni même à Poitiers. Seulement voilà, les pauvres bougres qui avaient vu Crécy ne virent pas la fin de la guerre. J'ai pleine confiance dans ce peuple. » Avec la défaite, Bloch s'est donc mis immédiatement à l'écriture de L'étrange défaite. Qu'est-ce qu'il fait dès la première page ? Il se présente. La présentation du témoin, c'est celle de l'historien, c'est celle du citoyen et c'est celle du juif. Les deux premiers qualificatifs le placent parmi les Français ordinaires. Le troisième a fait de lui un paria dans sa propre nation. Et lui qui en avait assez de faire des comptes de bidons d'essence dans la campagne de 40, est-ce qu'il a eu connaissance, plus tard dans la guerre, du mot de Tristan Bernard, s'y éprouvait lui aussi comme juif dans la guerre, on bloque les comptes, on compte les blocs. Pour Bloch, l'individu ne comptait pas, car chacun ne devait vivre que pour un seul collectif, celui de la nation France. Aussi, le communautarisme, la singularisation d'un groupe dans la nation lui font totalement horreur. Cependant, il est découvert peu à peu dans ses campagnes malheureuses au Collège de France où il aurait dû être élu et il aurait tellement être élu, peut-être parce que c'était le Collège de France, mais il a compris que son judaïsme devenait un frein à sa carrière. Il s'est bien rendu compte que certains professeurs du Collège de France exerçaient une forme de quota, y compris des professeurs juifs qui lui ont dit carrément qu'il y avait assez de juifs au Collège de France et même assez de blocs parce que Camille Bloch était professeur au Collège de France, un antiquiste. Il le prenait encore au début des années 30, puisqu'il s'est présenté plusieurs fois, comme quelque chose dont on pouvait rire. Il disait par exemple, toujours à Fèvre, « Il y a comme naguère un syndicat Dreyfus qui fit beaucoup parler de lui, aujourd'hui un syndicat Bloch à propos des collèges de France. » Mais c'est dans les jours qui suivent la défaite de... il faut que vous branchiez votre appareil. C'est dans les jours qui suivent la défaite de 40 qu'il mesure vraiment, au double sens très fort, au double sens du terme, l'innommable. Voilà ce qu'il dit. Assez bon historien, je n'ignore point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure, une absurdité particulièrement flagrante. Il est professeur à la Sorbonne, fonctionnaire et officier français. On voudrait l'affubler d'un statut des Juifs qui va arriver. Il s'affirme plus que jamais français en refusant Vichy, l'anti-France de ceux qui ont mené à la défaite. La présentation du témoin de l'étrange défaite
je dirais, est un acte militant de l'été 40, quand les citoyens français d'origine juive, ces fous de la République, particulièrement les Alsaciens mosellans qui avaient opté pour la France en 1871, sa famille bien sûr, sont exclus de la société. Je suis juif, je ne revendique jamais mon origine. Alors, je ne comprends pas, j'ai dû faire quelque chose, là ça ne veut plus passer. Merci. Je suis juif, je ne revendique jamais mon origine que dans un cas en face d'un antisémite. Histoire de France, histoire de famille, même si Bloch est persuadé qu'il s'agit en 1940 d'un racisme d'importation, une réponse à l'antisémitisme extérieur, eh bien, la publication du premier statut des Juifs, c'est l'exemplaire qui se trouve dans les archives de Bloch, lui prouve qu'il ne peut pas continuer à exposer ses enfants, et il tente de faire comprendre à Fèvre quelle est leur différence. L'avenir de mes enfants me torture, et celui des vôtres n'est pas plus en balance que celui des autres Français. Bloch est célèbre, on lui offre un poste à la New School for Social Research de New York à l'automne 40, malgré les quotas en vigueur, cette fois aux États-Unis. Il hésite, il se demande où il prolongerait de façon la plus efficace sa vie au service de la France et choisit finalement en père de famille. Je me suis décidée à partir, d'accord avec ma femme, qu'en pensant aux enfants. Mais quitter ce pays en ce moment-ci sera un grand déchirement. Bloch a même l'impression qu'il est un déserteur de choisir de répondre au poste américain. Mais les démarches sont absolument inextricables. Ses deux fils aînés sont mobilisables, ils ne peuvent plus quitter le territoire. Et en juillet 1941, juste après la publication du second statut des Juifs, les Bloch doivent renoncer. Ils sont déchirés pour leur famille parce qu'ils voient bien qu'ils vont exposer leur famille à quelque chose d'extrêmement grave, mais en même temps, ils sont soulagés parce que leur amour de la France est le plus fort. Et là, il joint toujours dans les lettres le nous de sa femme. On sent que c'est une discussion commune et une décision commune qu'ils ont prise. Nous, vous le savez, écrit-il à son collègue chargé des visas, nous n'avons jamais eu au fond de nos cœurs la moindre envie de fuir un sol où tout nous attache. Et s'il ne s'agissait que de notre sort, nous le jouerions avec joie sur l'espoir ardemment chéri d'un retour à la France et aux traditions françaises. Bientôt, le coup est particulièrement rude quand son appartement-bureau du 17 rue de Sèvres, on voit, vous voyez peut-être mal, il est écrit en haut, tout est tapé à la machine, il est écrit en haut, le professeur juif Bloch. Donc il s'agit d'un appartement, vous avez à côté là, cet appartement, cet très bel immeuble qui abrite aujourd'hui Hermès dans le 6e arrondissement. Il y a maintenant une plaque pour Marc Bloch. D'abord, son appartement est réquisitionné et pillé par des officiers nazis parce qu'il y a une grande terrasse dans cet immeuble et donc ils avaient installé des batteries anti-aériennes. Et dans un deuxième temps, tous les meubles, tous les objets, tout ce qu'il y avait dans l'appartement, mon père disait du sien qu'il a quitté enfant qu'il n'y restait pas une épingle. Alors c'était la même chose au 17 rue de Sèvres, chez les Bloch. Et une partie de ces archives ont été transportées à Moscou par les soviétiques. Les Allemands les ont envoyés à Berlin, quand Moscou a été prise. Et une partie de ces archives, celles sur lesquelles j'ai travaillé pour faire cette conférence, par exemple, eh bien, ont été
rapporté de Russie il y a quelques années. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, tout ce qui reste dans ces archives des différents pays qui avaient été occupés par l'Allemagne et qui avaient été emportés à Moscou sont totalement bloqués. Mais on retrouve ici ou là des livres avec l'ex libris ou des livres signés par lui. Et il y a quelques semaines, un livre qui avait été retrouvé a été rendu dans une grande cérémonie avec la ministre de la Culture, Rachida Dati, à la famille Bloch. Alors, Bloch connaît un seul contrepoison, et ce seul contrepoison, eh bien, c'est l'engagement pour sa France, pour la résistance qui pense juste et contre la traîtrise de Vichy, qui pense faux et en retard. Je crois qu'il aurait beaucoup aimé la caricature de l'Américain qu'il n'a sans doute jamais vu, mais c'est un dessin en 1941 dans l'American Mercury, et j'aime beaucoup cette caricature de Pétain à genoux devant le phonographe qui lui transmet la voix de son maître, celle de Hitler, bien sûr. Et à côté, une photo de Denise Belon qui montre... Comment ? Oui, bien sûr, je vais en parler par la suite. Il y avait une grande exposition d'elle au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'à il y a quelques semaines. Grande photographe. Le refus de Bloch d'adhérer à une union des Israélites en 1941 illustre combien pour lui, ce qui compte avant tout, c'est l'identité nationale française. Et il rédige une lettre-pétition qu'il fait signer par 27 autres notables juifs qui refusent donc l'UGIF, ou Union générale des Israélites de France, qu'il voit, pas complètement faussement, comme un comité de collaborateurs. Il déteste le communautarisme. Nous sommes français, nous n'imaginons pas que nous puissions cesser de l'être, ni pour nous, ni pour nos enfants. Nous ne saurions concevoir d'autre destinée qu'un avenir français. Là, je vous ai déjà lu 4 fois le mot France, dans 2 lignes. La lettre, assez courte, comprend 14 fois les mots français ou patriote et se termine par chevalier de la Légion d'honneur au titre militaire, croix de guerre 14-18, cité à l'ordre du corps d'armée 1940. Citations, vous les avez ici, ces citations dont il est si fier. Elles proviennent directement de son livret militaire. Vous pouvez voir par la longueur des citations que les livrets militaires n'ont pas la place pour tant de citations. Et évidemment, il n'a jamais vu ce livret militaire, mais il se trouve maintenant dans les archives de Vincennes, et c'est particulièrement émouvant de déplier toutes ces citations auxquelles il tenait tant. Il ne faut pas du tout déduire ce que font certains historiens un peu rapidement, qu'à cause de cela, il refuse sa judéité, et cela c'est très bien prouvé par un testament qu'il a écrit le 18 mars 1941, un petit peu comme sa lettre de 1915. Il dit qu'il est non pratiquant et qu'il ne veut pas que fussent récitées les prières hébraïques sur sa tombe. En revanche, il dit « Mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne ne put rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Au cours des 2 guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France, il parle de 39-40 pour la deuxième, bien sûr, du moins, puis-je en toute sincérité me rendre ce témoignage, je meurs comme j'ai vécu en bon français. Il n'y aura donc pas de Kaddish récité sur sa tombe. Ce sont ces 5 citations, 4 en 14-18, 1 en 40, dont il demande la lecture. Ce sont elles, les prières du mort pour la France.
En 1941, Marc Bloch, l'Israélite patriote, ne pouvait imaginer la suite de l'histoire. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir compris le pétinisme, la collaboration, le collaborationnisme, mais le crime sans nom, Churchill, qui va devenir le génocide en 1943, publié en 1944, c'était encore autre chose. Encore que, au moment des rafles de la zone sud, décidées et organisées par Vichy à l'été 1942, il écrit à Fèvre. « Je ne sais si des yeux indiscrets se poseront sur cette lettre. Cela arrive, disent les méchants. Je ne verrai en ce cas aucun inconvénient à leur apprendre, à ces subtils yeux, que l'opinion ici, il est dans sa maison de Fougères, a été fortement indignée et secouée beaucoup plus profondément que je ne l'aurais imaginé par les arrestations, séparations et déportations de juifs étrangers, ou soi-disant tels. On a vu les camions. Il y a eu des arrestations dans la région et ce spectacle humain a parlé haut dans les campagnes où, comme le disait un de mes voisins, on continue à penser que ces gens-là sont des hommes comme nous. Il n'était pas nécessaire de savoir ce qui se passait à l'arrivée à l'Est des trains de déportés pour avoir compris, dès 1942, qu'une entreprise de déshumanisation d'une ampleur inconnue était en cours. Un vieux médiéviste sait bien que la venue de l'Antéchrist précède nécessairement l'avènement du Messie. Même au temps où sa famille et lui-même sont victimes en tant que Français et encore plus en tant que Juifs des drames de l'occupation, Bloch insiste toujours sur l'événement temporel. Ça ne va pas durer. Et il a un humour un peu noir de temps en temps, mais il espère que toutes ces épreuves ne peuvent être que passagères parce que, eh bien, la France, ça rime avec liberté et qu'il ne peut pas en être autrement. Tous ceux qui l'auront mérité ne verront pas la grande récompense, elle n'en sera pas moins celle qu'ils ont souhaitée et préparée. Mais Bloch est tellement intériorisé que l'anachronisme est la faute par excellence, c'est notre faute à nous, historiens, qu'il en fait le reproche comme un leitmotiv à tous ceux qui ont mené à la défaite et à la collaboration infâme avec les occupants nazis. Et c'est là qu'il dit, comme vous le disiez tout à l'heure, nous pensions en retard. Et il a l'honnêteté de s'inclure. Il a fait partie de ceux qui pensaient en retard. Retard de la pensée, incapacité militaire et technique, qui a aussi donné une supériorité psychologique aux Allemands, pense-t-il, et en cela, il est très novateur, qui, l'ayant une fois entendu, oubliera jamais le sifflement des avions piquant vers le sol. Ce long cri strident n'effrayait pas seulement par son association avec des images de mort et de ruines, en lui-même par ses qualités, si j'ose dire, proprement acoustiques, il crispait l'être tout entier et le préparait à la panique. Je trouve que ce texte écrit en 1940 résonne aujourd'hui de façon incroyablement forte quand on pense à ce qu'on nous dit un peu partout dans le monde de ces drones. En fait, il voit d'un côté les traîtres, ceux qui ont renié l'histoire de France, et les autres qui comprennent ce qu'est l'histoire de France. Et il écrit dans L'étrange défaite, il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la Fédération. Vous voyez ce qu'il y a de plus monarchique, ce qu'il y a de plus révolutionnaire et fraternel dans l'histoire de la Révolution. Eh bien, cela, qui est très célèbre parce que c'est dans L'étrange défaite, il l'avait déjà écrit, quasi mot pour mot, en 1917, dans ses notes de lecture. Il y a deux catégories d'hommes qui ne comprennent rien à l'histoire de France, ceux qui ne sentent pas le sacre de Reims, avec des guillemets à sentent, ceux qui ne sentent pas le mouvement
des fédérations. Donc 25 ans plus tard, il pense, dans des circonstances très différentes, il pense toujours la même chose. En fait, Bloch, c'est un enfant réellement de la Troisième République, de cette historiographie de l'élan du peuple, de la Révolution française, de la Nation en armes, de Valvy, de la Marseillaise de Jean Renoir. Il adorait le cinéma, il était toujours au cinéma et donc il a forcément vu la Marseillaise. Et puis aussi la France des trahisons et des grandeurs. Je pense bien sûr à l'affaire Dreyfus qui a été si importante dans son jeune âge. Après la résistance de l'esprit vient celle des armes. Dans la clandestinité de la résistance, il prolonge en fait toute sa vie. Il est officier français au service du mouvement franc-tireur à Lyon. Voilà encore des photographies de Lyon où se trouvait au même moment la photographe qui était elle aussi dans la résistance. Historien, il réfléchit au destin de la République française et il espère qu'elle sera vite retrouvée. Il faut quand même noter que son impatience à se battre, alors qu'il est père de famille et qu'en 1943, il a largement presque la soixantaine, c'est assez spectaculaire. Et d'ailleurs, l'immense majorité des résistants, comme René Moreau, dont je parlais tout à l'heure, étaient des très jeunes hommes. Et quand il le voit arriver et il veut se battre tout de suite, on lui dit « Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, vous êtes très fort pour penser, donc vous allez organiser la résistance. Mais c'est nous qui allons prendre les armes. » Et il est peut-être un petit peu déçu quand il arrive à Lyon, puis ensuite ça se passe très bien. Et par son organisation, il arrive très, très haut dans cette résistance. Mais malheureusement, eh bien, en 1944, Otto Abetz triomphe à l'arrestation de celui qu'il appelle le juif français nommé Bloch, il l'écrit d'ailleurs B-L-O-C-K, et dont le pseudonyme est Narbonne. Marc Bloch est détenu à la prison de Montluc, la voilà aujourd'hui, où il est torturé. Il y a beaucoup de choses qui circulent, des vraies, des fausses, sur le fait qu'il aurait parlé sous la torture. Je crois que ceux qui disent qu'on pourrait ne pas parler sous la torture devraient essayer une petite séance de torture. Ce que disent les spécialistes de la question, c'est qu'il a en effet parlé, mais qu'il a donné des pseudos ou des faux noms, ce qui a permis que personne de son réseau ne soit arrêté. Il a été aussi massacré, c'est le cas de le dire, le 16 juin 1944, dans un champ à Saint-Didier-de-Formans. Vous avez ici le monument qui a été placé à Saint-Didier-de-Formans dès le 16 juin 1946, vous voyez, 2 ans après, et vous avez le nom de Bloch sur la gauche. Alors, il y a aussi quelque chose qui court, c'est que Bloch, devant tous les jeunes avec qui il était, parce que les résistants étaient jeunes, il est d'ailleurs étonnant que, puisqu'il savait qu'il était juif, il ne l'ait pas mis avec les juifs de Montluc, qui, eux, sont partis à Auschwitz. Mais je crois qu'on était sur la fin et qu'il voulait vite faire mourir les gens. Bloch aurait crié « Vive la France sous les balles ». C'est possible, c'est probable, c'est invérifiable pour nous aujourd'hui, mais il y a une chose qui prouverait qu'il n'a pas pu crier « Vive la France sous les balles », c'est parce que juste après, c'était la libération de la région, bien sûr, et la fosse a été exhumée. C'est comme ça qu'on a pu reconnaître les gens. Ils étaient en fait enterrés ou entassés les uns sur les autres que depuis 2 mois. Et en fait, ils ont été fusillés dans le dos. C'est-à-dire qu'on les a fait descendre du camion
et on ne les a pas installés pour être fusillés, on les a fusillés dans le dos pour montrer qu'ils étaient des traîtres. Donc ils pouvaient difficilement crier « Vive la France » parce qu'il était en train de descendre du camion au moment où ils les ont tués immédiatement. En 2012, Ernest Pignon-Ernest a représenté Bloch prisonnier comme il l'imaginait dans sa cellule. Alors il ne l'a pas imaginé à la prison Montluc parce qu'il a dessiné dans la prison Saint-Paul. La prison Montluc a été conservée comme mémorial, tandis que la prison Saint-Paul a été détruite. Et donc avant qu'elle soit détruite, Pignon-Ernest y a fait cette évocation de ceux qui y étaient passés, et je trouve particulièrement beau le regard qu'il a choisi pour Marc Bloch. Il a pris une photographie, bien sûr, mais là, je dirais plus humanisée et plus vieillie, sans doute, mais je suppose que la résistance et les temps terribles l'avaient en effet fait vieillir. Je crois que c'est encore au Panthéon pour quelques jours. Il y a ces œuvres de Nicolas Daubam qui expose dans le Panthéon, donc, qui est pour lui l'espace mémoriel absolu, des œuvres qu'il appelle notes de bas de page. Ce sont des traces, comme il le dit, de l'histoire de France au XXe siècle, entre les sacrifices et les répressions. Et il a choisi de représenter dans un échafaudage qui prend toute la hauteur du Panthéon, c'est très impressionnant, de métal, de filets, les lignes se coupent et se recoupent, et on découvre dans le Panthéon les 3 étages de la prison Montluc. Les cellules sont toutes fermées sur les tortures ou alors ouvertes sur l'histoire, dit-il, et la mémoire du lieu. Et je voudrais conclure avec les œuvres donc, de ces deux grands artistes parce qu'ils nous invitent, dans leur forme contemporaine, à regarder, à décrypter, à penser. Et je trouve que c'est un hommage puissant aux résistants en général et à Marc Bloch, qui avait souffert justement à Montluc ces derniers jours d'hommes. En 1921, Marc Bloch s'exclamait « Tout se passe comme si la plupart des hommes circulaient les yeux à demi fermés au milieu d'un monde extérieur qu'ils dédaignent de remarquer. J'espère que sa présence au Panthéon nous permettra d'ouvrir les yeux. » Merci.